Ah, c'est ton peuple là pour tes baisers, ton peuple là pour mon sot, passe men mal, nous dis mal, nous dis mal, oh moi mal, nous dis mal, nous dis mal, mais c'est mal, nous dis mal, nous dis mal. Écoutez, on va parler bien sûr de cette crise sanitaire que nous vivons depuis maintenant plusieurs semaines, cette fameuse 4e vague. Alors tout d'abord, bonjour Monsieur le Préfet, Stanislas Cazel. Bonjour Madame Lemner. Bonjour également au docteur Jérôme Viguier, DG de l'ARS, Muriel Lady, bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de vous prêter une fois de plus à cet échange avec la population de la Martinique et singulièrement bien sûr les fidèles auditrices et auditeurs de RFI. Cette hécatombe, Monsieur le Préfet, Monsieur Viguier, elle pèse sur vous aussi, forcément. Oui, c'est une tragédie que nous vivons ici depuis juillet. D'autres territoires l'ont connue à d'autres moments. Mais là, c'est vrai que les remparts que nous avions montés contre la maladie, ils n'ont pas fonctionné en juillet. Et ce qui explique cette vague terrible qui a endeuillé beaucoup de familles. Et c'est d'abord à eux qu'on pense, chacun d'entre nous, je pense, dans ce début d'émission. Ça suscite aussi beaucoup de questions. Comment nous protéger, comment rebondir après cette 4e vague, comment éviter qu'elle dure, et ça fait partie aussi des éléments auxquels nous pourrons répondre. Docteur Viguier, est-ce qu'on aurait pu éviter une telle hécatombe? Parce que c'est vrai que début juillet, avant même que la 4e vague ne commence, les médecins alertaient, les médecins à l'hôpital alertaient. Et on a l'impression en fait qu'on n'a pas forcément entendu cet appel au secours qui était déjà assez vibrant. Alors d'abord, cette hécatombe réellement de la 4e vague, elle est dans une situation où depuis février, on avait les moyens de l'éviter. On avait les moyens de l'éviter avec la vaccination. Et on n'était pas du tout dans la même situation que les vagues précédentes où on n'avait pas de traitement préventif réellement efficace. Donc ça, c'est important de le dire. Et sur la préparation, on s'était préparé à une 4e vague parce que on savait que le niveau de protection des Martiniquais ne permettait pas de l'éviter. Maintenant, c'est une vague qui a été sans commune mesure dans à la fois sa brutalité et son intensité. Si vous regardez la façon dont se passaient les augmentations de nouveaux cas, c'était plus 150% chaque semaine. Et donc, effectivement, il y avait eu une préparation pour faire face. L'hôpital en était à sa 4e vague. La République française, eh bien, elle nous a enfermés, elle nous a embrigadés, d'après elle, on va dire, dans une situation où on le voit bien, nos droits humains sont purement et simplement gommés, éliminés. Ça ne peut plus durer parce qu'il y a des gens qui meurent. Et les gens qui meurent, ça s'explique. On veut nous faire croire que c'est parce que le vaccin est la seule solution. Or, ce n'est pas ça. On sait qu'il y a des traitements préventif et que lorsque les gens sont très tôt pris en charge, eh bien, ces gens-là ne meurent pas. Donc, on a bien vu que la force nous entraîne dans le gouffre. Ah, c'est ton peuple là pour tes baisers, ton peuple là pour mon sot, passe men mal, nous dis mal, nous dis mal. Docteur, bienvenue et merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. Tout d'abord, je vais adresser mes sincères condoléances à toutes les familles endeuillées. Et je réaffirme mon soutien à mon peuple, au peuple martiniquais, qui m'a permis d'être médecin généraliste et qui aujourd'hui veut vraiment dénoncer ce qui se passe à la terre. Nous sommes dans une crise sanitaire très importante. Il faut revenir très loin. Vous savez, la crise sanitaire a commencé depuis janvier 2020. Et en janvier 2020, il y a des médecins qui se sont appuyés pour dire attention, nous allons
subir une crise sanitaire, il faudrait commencer par faire de la prévention. Et il y a par exemple un spécialiste de la vitamine D qui affirmait et qui disait que la vitamine D est un antiviral et permettait d'augmenter notre immunité. Et ce spécialiste, dès janvier 2020, avait émis l'idée de distribuer de la vitamine D dans tous les EHPAD de la France et des départements. Il avait proposé ça. Personne n'a réagi. Personne n'a réagi. Ensuite, nous avons le grand spécialiste des maladies respiratoires infectieuses et qui a étudié beaucoup les coronavirus. Et que dès avant mars, il disait que on pouvait éviter, il disait qu'on pouvait éviter la catastrophe en donnant très tôt, dès le début de la maladie, de l'hydroxychloroquine, 250 mg matin et soir pendant 10 jours, un antibiotique qui s'appelait de l'azithromycine, 250 mg une fois par jour pendant 10 jours, et du zinc et associé à la vitamine. Personne n'a réagi. On n'a rien fait pour pouvoir l'écouter. On a même essayé de le ridiculiser. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé une étude. Et quand on était au début de l'épidémie, il a commencé une étude. Et bien sûr, en étant au début de l'épidémie, il n'avait pas beaucoup de cas. Il avait environ plus de 200 cas. Et il a publié l'étude et il a démontré que sur les 200 cas, qu'il y avait possibilité de guérir la maladie très tôt. Qu'en donnant ces médicaments, on diminuait le nombre d'hospitalisations et on diminuait le nombre de morts, de décès. Mais moi qui suis médecin généraliste, je regarde ça. À qui je vais faire confiance? À ce spécialiste qui est vraiment le spécialiste du coronavirus et des maladies infectieuses, ou bien à ces gens qui n'ont jamais vu de patients, qui ne consultent jamais un patient et qui passent leur temps devant la télé. Donc tout de suite, j'ai dit que c'est tout à fait logique ce qu'il disait. Et dès mars 2020, moi en Martinique, j'ai fait un audio et que j'ai diffusé pour expliquer qu'il fallait traiter les maladies très tôt. Personne n'a réagi, ni l'ordre des médecins de la Martinique non plus, ni l'ordre des médecins de la Martinique, ni les politiques de la Martinique. Au lieu de s'attacher à faire de la prévention et à exiger qu'il y ait à l'hôpital des moyens de traiter et exiger que les médecins, qu'on donne nos moyens aux médecins généralistes de traiter, qu'est-ce qu'ils se battaient pour la venue des médecins cubains? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, le professeur Raoult, comme on lui avait dit qu'il n'avait pas suffisamment de cas, qu'il a publié sur 200 et quelques cas que ce n'était pas significatif, il a continué à travailler à l'hôpital, à l'Institut. Et il a publié une étude, mais ça c'est formidable ça. Il publie une étude sur 11 000 patients. Et il voit 8 000 en ambulatoire, c'est-à-dire 8 400 exactement en ambulatoire. C'est-à-dire des gens qui viennent le matin, qui prennent le traitement le matin et qui repartent chez eux après le traitement. Cette étude montre qu'en traitant très tôt les malades avec son protocole, on a au moins 50% de décès en moins. Ça veut dire qu'en France, il y a eu plus de 100 000 décès. Ça veut dire qu'en employant son traitement, il y aurait eu plus de 50 000 décès en moins. Vous vous rendez compte de ça? Quand on regarde tous les chiffres après en Martinique, on était épargnés et on pouvait, si les politiques avaient fait ce qu'il fallait. Et sur les responsables de la santé, c'est-à-dire le préfet et l'ARS, avaient fait ce qu'il fallait, on aurait pratiquement pu épargner la Martinique de toute contamination. Donc, rien n'a été fait. C'est diabla dévoé, c'est diabla dévoé, c'est messieurs criminels là, pas qu'à jouer. Nous sommes confrontés véritablement à un coup d'État. Véritablement, au sens propre du terme, à un coup d'État. Il y a des gens, des hommes et des femmes, qui ont décidé de s'approprier le pouvoir étatique, le pouvoir politique, le pouvoir de décision sur la collectivité humaine tout entière. Et
à quelle fin? Au fait d'établir un ordre de chosification des êtres humains. Je pèse mes mots. De chosification au sens propre du terme des êtres humains. Lorsque nous disons, je dis, que je refuse de me faire vacciner, lorsque je dis que je souhaite informer de ce qu'est ce dit vaccin, hein, ce produit qu'il présente comme étant un vaccin, de ses effets, de ses contre-indications. Lorsque je fais ceci et que j'exige que l'on respecte en fait ma parole, ma décision, qu'est-ce que je fais? Je dis, au sens propre du terme, en droit, que je suis un être humain et que j'exige qu'on me traite comme un être humain. C'est ce que ça signifie en droit. Ah, c'est ton peuple pour tes baisers. Mesdames et messieurs, vous qui m'écoutez, sans être très long, vous allez consulter n'importe quel moteur de recherche, Google, Yahoo, n'importe. Vous allez taper code de déontologie médicale ou alors code de déontologie des médecins, comme vous voulez. Vous allez retrouver ce que j'ai en main. Je le montre. Les gens qui regardent, regardez, j'ai pris la peine de l'imprimer. J'ai pris la peine de l'imprimer et ça mérite votre attention. Vous voyez, on n'est pas dans les fake news. On est dans quelque chose de très précis, de très pertinent, que n'importe qui peut analyser. On n'a pas besoin de faire l'ENA ou Polytechnique. Vous allez consulter le code de déontologie médicale. C'est très précis, il y a plusieurs articles. Alors, nous avons un juriste, un professionnel, un docteur en droit. C'est excellent ce genre de débat parce que, eh bien, je sais et j'ai confiance en lui, il va développer là-dessus, il saura. Mais quand je lis le document du docteur Elenon, je vois qu'il s'appuie sur les articles 13 et 14. Et il met en dernier paragraphe, celui qui s'écarte des données acquises et confirmées de la science s'expose à des sanctions disciplinaires. Articles 13 et 14 du Code de déontologie. C'est ce qui est écrit là. Alors, les articles 13 et 14, ils sont là. On les a recherchés nous-mêmes. Parce que, vous savez, on nous a traités d'illettrés en France hexagonale. Vous le savez, on nous a traités d'illettrés. Apparemment, on fait du vaudou, on boit du rhum, enfin... Ils ont dit beaucoup de choses sur nous. Voici les articles 13 et 14. Tout est écrit là. On parle de pédagogie, tout est là. Voici les articles 13 et 14. Alors, les gens qui s'appuient sur le code de déontologie de la médecine, mais pourquoi ils ne parlent pas de l'article 19? L'article 19 du même code dit que la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. On sait lire. Il me semble que les gens qui ont rédigé ça là, le monsieur qui a rédigé ça là, le docteur Raymond Elenon, il sait lire puisqu'il s'appuie sur le 13 et 19. Mais là, on voit que la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. On sait ce qui se passe. On sait que des médecins ont des conflits d'intérêts. On sait que des médecins touchent de l'argent. Il y a un business. On sait qu'il y a un business. Bon, on va laisser aux autres le soin de parler de ça. Mais dans ce même code de déontologie, il y a aussi un autre chapitre. Il y a un autre chapitre qui s'appelle le serment d'Hippocrate. Tout ça fait partie de ce que vous allez retrouver sur Internet, mesdames et messieurs. Le serment d'Hippocrate, il est dedans. Voilà, tu peux faire un zoom dessus, code de déontologie médicale. C'est là, le serment. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est là, je vous ai dit que ça allait être croustillant. C'est extraordinaire. C'est un moment fort qu'on est en train de vivre là, mesdames et messieurs. Un moment très fort. Il y a le serment d'Hippocrate, mais pas que. Fais un zoom dessus. Déclaration de Genève. C'est aussi dans le code de déontologie. Voyez, on fait de l'investigation. Alors, je prends l'engagement solennel de consacrer ma vie au service de l'humanité. Vous entendez ce que je dis là? Je prends l'engagement solennel de consacrer ma vie au service de l'humanité. Ça s'adresse aux médecins. Ça s'adresse à M. Raymond Elenon. Ensuite,
Je considérerai la santé et le bien-être de mon patient comme ma priorité. Regarde, mais camarade, regarde ça en même temps que moi. Tu ne l'avais pas encore vu. Non. Tu ne l'avais pas encore vu, toi-même qui filme. Ça s'appelle de l'investigation et c'est sur Internet. Je m'appuie sur la lettre ouverte du docteur Raymond Elenon. C'est très grave, mesdames et messieurs. Les gens qui nous traitent d'illettrés, que nous à Baba, qu'on fait du vaudou, tout le bagaille. Je continue la lecture. C'est pas très long, mais prenons le temps quand même. Écoutez. Je considérerai la santé et le bien-être de mon patient comme ma priorité. Je respecterai l'autonomie et la dignité de mon patient. Je veillerai au respect absolu de la vie humaine. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a un problème. Voilà. Je présente des éléments clés. Est-ce que les journalistes là, Pascal Vlavener, Cédric Catan, ont demandé des explications à ces gens-là sur ça? Est-ce qu'ils l'ont fait? Et pourquoi ils ne l'ont pas fait? Demandez-leur. Il y a une chose essentielle dans la médecine. Rien ne remplace l'examen clinique du médecin. Rien ne remplace l'examen clinique. Le premier test qui existe, c'est la consultation du médecin traitant avec son patient. Qu'est-ce qu'on a fait? On a écarté complètement le médecin traitant de la prise en charge des malades. Et le premier médicament que nous contenons, c'est notre corps. C'est notre corps. C'est notre corps qui a une immunité naturelle qui nous permet de lutter contre les maladies. Or, il faut dire la vérité. Nous ne soignons pas les malades. Nous aidons les malades, les patients à guérir. Et même en réanimation, où on se prend pour des petits seigneurs et tout, en réanimation, c'est le patient qui réagit. Et le médecin en réanimation aide simplement le patient à durer plus longtemps pour pouvoir sortir de la réanimation. Donc je pense que dans le débat, je vais pouvoir y intervenir, mais je crois que nous vivons une période importante. Il faut que le peuple martiniquais se réveille, il faut que le peuple martiniquais comprenne ce qui se passe en ce moment. Car si nous ne nous mettons pas debout, c'est vraiment ce qu'on appelle le génocide qui va se passer. C'est diabla dévoé yo, c'est diabla dévoé yo, c'est diabla dévoé yo, c'est messieurs criminels là pas qu'à jouer. C'est ton peuple là pour tes baisers ton peuple là pour mon sot. Parce que nous ni mal, oh moi mal, mais c'est mal, oh moi mal,